Il faut être en groupe déjà pour gagner du temps. Je pense qu'il y a 2 groupes qui sont déjà là, ou le 3e groupe, pour un peu harmoniser, quoi. Ah, le 3e groupe, apparemment, ils sont... Hein? Voilà. Donc l'idée, c'est que pour chaque projet, hier, vous nous avez présenté des projets. Hein? Donc pour chaque projet, il fallait me faire une veille sur ça, quoi. Par rapport... Voilà, je pense qu'on va commencer à faire, n'est-ce pas, la correction de ça. On y va? Voilà, donc premier groupe, on va vous écouter rapidement. Bonjour. Bonjour. Notre projet portait sur le secteur aquaculture. Bien. La veille qu'on a pu faire sur ce secteur, concernant les chiffres d'affaires enregistrés en 2016, c'est de 3 milliards 893 701 000. Non, 893 millions 701 000. 3 milliards, vous dites? 3 milliards oui. 893 000, 13 millions 893 millions 701 000. Voilà. Ces données ont été enregistrées en 2016 par ANA, la structure ANA. Mais 2016, je vous ai dit que c'est un peu loin. Quand vous faites une veille, vous devez faire une veille oui. assez récente. Oui. Par exemple, en 2016, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la conjoncture. Donc ça aussi, il faut bien retenir. Quand vous faites une veille économique ou commerciale, il faut se rapprocher quand même de la réalité. 2016 jusqu'à 2020, vous voyez que c'est 4 ans. Hein. Entre-temps, il y a beaucoup de choses qui sont passées en termes d'environnement économique et politique. Hein. Continuez, je ne vous déstabilise pas. Oui, continuez. Oui. C'est la première remarque. Oui. Voilà. Hier, nous avons pas mal communiqué au niveau de notre groupe concernant cette veille. Le problème, je crois, qui nous a fait avoir ce genre de résultats, c'est que le problème, c'était un problème de définition du secteur exactement. Parce que on se pensait, certains disaient que c'est le secteur pêche, d'autres disaient qu'il faut aller au niveau de l'aquaculture. Oui, je vous réponds tout de suite. Le secteur, c'est le global, le macro. Mais rien ne vous empêche, c'était une question ouverte, hein, rien ne vous empêche, et c'est l'objet, de viser quand même la branche d'activité, c'était l'aquaculture. Parce que vous n'allez pas investir dans la pêche de façon générale. Mais on vous demande ici peut-être des informations macro, mais vous pouvez descendre, n'est-ce pas, jusqu'au niveau quand même de la branche d'activité. C'était l'idéal. Parce que votre projet, en réalité, c'est un projet qui entre dans le cadre de l'aquaculture. Ok. Je crois que et même je suis étonné sur le fait que vous n'ayez pas beaucoup d'informations, alors que les documents de base sont là. Vous avez le document du PSE2 qui est disponible même sur le net. Hein. Vous avez également toute la documentation de l'ANSD et la direction de la prévision et des études économiques. C'est des sources quand même, pardon? Ils sont arrêtés à ANSD, ah non, eux ils publient régulièrement quand même des bulletins de statistiques. Hein. Et même il y avait le document du PSE2 qui a été proposé l'année dernière, n'est-ce pas, au groupe consultatif de Paris. Et même on vous donne les tendances jusqu'à 2025-2024. Donc, il faut bien cibler dans la veille vos sources d'information. Si les sources ne sont pas exhaustives, vous risquez quand même d'avoir très peu d'informations. Donc, il faut bien cibler quand même les sources d'information. Et la première source, c'était des sources officielles. Hein. Le document de base du PSE, n'est-ce pas, englobe l'ensemble de ces informations, à coup sûr. Oui. Allez-y, continuez. Voilà, je crois que je vais passer la parole à une autre pour essayer de continuer. Vous nous avez dit pour le chiffre d'affaires, mais pour la rentabilité, le PIB, la contribution de l'aquaculture, n'est-ce pas, dans le PIB, c'est combien? Est-ce que vous avez une idée de ça? Quelle est la contribution de cette activité dans le PIB? Ça n'a pas été... Ça n'a pas été... Voilà. Bon, en se basant sur les études de l'ANSD, oui.
Nous, ce qu'on a trouvé, c'est que c'était 1,5% du PIB. Environ 5%. 1,5%. 1,5% pour du PIB. l'aquaculture. Ça, c'est pour la pêche, de manière générale. Ah, pour la pêche. C'est ça qui est écrit dans le D'accord. document. C'est un peu étonnant. Oui, oui, développé. Maintenant, est-ce que vous avez une idée sur l'évolution? Oui. Parce qu'il faut, quand vous faites quand même l'analyse du marché, il faut avoir une analyse dynamique. L'analyse dynamique, c'est de voir un peu la tendance d'évolution du marché. En fait, pour l'aquaculture, d'après les estimations, d'ici 2030, ça va en fait prendre 60% de Voilà, la c'est ce que pêche maritime. il faut non seulement voir les éléments d'appréciation qui sont présents, mais également voir, n'est-ce pas, les possibilités d'évolution. Oui, ça aussi, il faut bien l'intégrer dans votre stratégie de veille. Ok. Voilà. Donc ça va prendre 60% en fait on du y va. global de la pêche. Donc, quels sont les leaders de votre secteur? Je vais vous présenter les leaders du secteur. Donc on a Africa Azote, Oui, qui est en place depuis 1967, oui. qui fait en fait spécialisé dans la production de farine et d'huile à base de poisson. Nous avons aussi Chai Africa Protéines. Il y a le GIE CIPES. Il y a Grand Moulin. Nous avons aussi 2 usines de fabrication semi-industrielle qui sont à Sédhiou et à Richardson. Et vous, dans tout ça, vous allez faire quoi? Est-ce que vous allez vous aligner par rapport au... Nous, en fait, on va fabriquer les aliments de poisson. Parce que eux, en fait, c'est semi-industriel. C'est-à-dire, en fait, vous ramenez les... Est-ce que ces leaders-là, vous êtes dans la ligne de la concurrence directe ou... Il y a la concurrence directe et indirecte. Indirecte, d'accord, très bien. Parce que, par exemple... Et parmi eux, est-ce qu'il y a une concurrence directe chez vous? Je dirais au niveau peut-être de... Ça, il faut bien creuser un peu. Avicenne, oui, parce qu'ils fabriquent carrément les aliments, oui. Eux, c'est concurrent direct. Là, par rapport. Très bien. Et ça, dans le business plan, c'est important, ces informations-là, il faut les analyser. Parce que le travail qu'on est en train de faire, ce sera une bonne transition pour passer maintenant au business plan. Parce que tout le travail de veille qui sera effectué va être utilisé, n'est-ce pas, dans le cadre de l'analyse du marché. OK? Donc, plus vous avez des informations exhaustives, pertinentes, actualisées, plus votre business plan, n'est-ce pas, est réaliste. Vous voyez un peu? Donc, il ne faut pas trop se déconnecter quand même de la réalité du marché. Donc, il faut vraiment être un bon guetteur quand même d'informations. Et je vais parler des sources officielles, mais rien ne vous empêche quand même de faire le maximum de collecte d'informations auprès des institutions telles que la Chambre de commerce, telles que également participer à la participation à des foires, etc. Ça aussi, ça vous donne assez d'informations. Par exemple, je donne juste un exemple. Souvent, à Dakar, vous voyez le salon de l'habitat, le salon de l'agriculture, etc., de l'élevage, etc. C'est de bons moments. Ne négligez pas ces moments-là. C'est de bons moments pour vous quand même de pouvoir visiter un peu quand même ce qui se passe dans ces foires. Et même parce que vous verrez non seulement vos concurrents, vous verrez des fournisseurs, mais vous verrez également de la clientèle. Donc également, ça vous rapproche même quand même de la réalité et même du terrain. OK? Donc il faut vraiment faire le travail de veille, aussi bien du côté physique que du côté, n'est-ce pas, virtuel. OK? On y va. Oui. Et les opportunités du secteur? Je vais passer la parole à notre collègue qui va parler de ça. Bonjour. Bonjour. Donc, je vais vous parler des opportunités du secteur. Très bien. Donc, la pêche joue un rôle crucial dans les domaines vitaux tels que la sécurité alimentaire, la création de richesses, la création d'emplois, la lutte contre la pauvreté. Cependant, du fait que le coût du carburant a augmenté, il y a aussi les pollutions des eaux, donc les prises accessoires et également, surtout la surpêche. La surpêche. La surpêche, c'est quoi? Expliquez-moi. La surpêche, c'est quoi? En fait, les navires capturent énormément de poissons. Oui. Et la majeure partie des poissons dont ils n'ont pas besoin, ils les déversent dans l'eau. Ah, d'accord. Donc, c'est ce qu'on appelle prise accessoire. C'est un peu lié à la surpêche. D'accord. Et donc, c'est du gâchis alors? Voilà, c'est du gâchis. Donc, ce qui fait que les captures baissent au moment où la demande augmente. D'accord, très bien. Donc, il apparaît dès lors indispensable de trouver une solution. Et moi, face à cette situation, l'aquaculture est considérée comme une clé de rechange pour répondre à la demande croissante en poissons. Très bien. Donc ça, c'est une opportunité. Également, les poissons aquacoles sont de meilleure qualité parce qu'en général, la vente se fait après la récolte.
Donc il n'y a pas de risque de contamination pour les produits qui sont là, exposés au marché. Donc je pense que ce sont ces deux opportunités-là qu'on a dans le secteur. Bien vrai qu'il y ait également des problèmes parce qu'au Sénégal, le principal problème... Justement, une transition sur les menaces. Les menaces. Hein? Quelles sont les menaces dans ce secteur-là? Donc je vais passer le micro à l'autre groupe. Très bien. Un autre sous-groupe. Hein? Très bien. Alors, en ce qui concerne les menaces, on les a scindées en 2 points. D'abord, les menaces que risquent d'encourir la société et l'environnement à cause de ces entreprises. Et dans un autre point, les menaces que peuvent encourir même les entreprises en essayant de surproduire, par exemple. Donc, on dit d'une part que l'utilisation de poissons pour nourrir d'autres poissons est déjà un point pour cela. Donc, pour des besoins en protéines, on utilise de la farine et de l'huile de poisson pour nourrir les bétails, les poissons et autres. Donc, comment on peut utiliser des poissons pour nourrir d'autres poissons? Pour, par exemple, produire 1 kilo de farine, il faut au moins 5 à 4 kilos de poissons frais. Et il faut nécessairement ça? Ouais. C'est pas tout le temps comme ça. Oui. Pour les autres usines, c'est comme ça, mais ce n'est pas le cas pour Afrique Azote. D'accord. Ils utilisent des déchets, seulement des déchets. Donc pour vous, est-ce que dans votre projet, vous avez des solutions alternatives par rapport à ça? Oui, nous avons des solutions alternatives. Ça c'est important aussi. Parce que comme c'est une menace peut être transformée comme une force. Hein? Comme une force, oui. Je pense que c'est important aussi. Hein? Est-ce que les autres membres ont quelque chose à ajouter? J'ai pas encore. En ce qui concerne elle n'a pas fait, excusez-moi. Les menaces sociales, donc les femmes de Mbour ainsi que celles de Thiaroye, unanimement disent qu'elles ont des problèmes parce que les entreprises qui viennent acheter les poissons frais pour les transformer en farine achètent ça, les caisses beaucoup plus chères qu'elles ne l'achetaient. Donc ça, c'est un autre problème. Donc elles peuvent avoir du mal à se procurer ces caisses pour, par exemple, les revendre après et peut-être nourrir leur famille et autres. Donc ça, c'est un autre point. Donc je vais laisser le soin à M. Diallo. D'accord, de compléter. Très bien. On y va, M. Diallo. Soirée. Par exemple, comme elle l'a dit, comme nous sommes basés sur le secteur de la production d'aliments de poissons. Absolument. Pour les aquaculteurs. Par exemple, le problème des aquacultures seront directement nos problèmes. Par exemple, les problèmes de changement climatique pour les aquaculteurs et la pollution des eaux. Très bien. Vont engendrer la perte. C'est une autre menace alors. C'est une autre menace qui vont toucher directement les aquaculteurs, mais ceux qui touchent les aquaculteurs vont nous toucher directement. Absolument, parce que vous êtes dans la même chaîne de valeur, quoi. C'est ça. En plus de ça, comme elle a aussi dit, la multiplication des entreprises de fabrication d'aliments de poissons. Très bien. En d'autres termes aussi, nous avons... S'il vous plaît, les autres groupes, il faut que les échanges soient inclusifs, quoi. Donc si vous pouvez suivre en même temps. La rareté des matières premières. Par exemple, nous le faisons à base de goé. De goé, d'accord, ok. Ça aussi. Par exemple, si c'est une plante saisonnière ou bien à force de l'utiliser, ça peut devenir, avec les années, beaucoup plus rare. Très bien. Ce qui va provoquer pour des années à venir des problèmes pour notre production. D'accord, très bien. C'est ce que j'avais à ajouter. Super, très bien. Et juste une question pratique, est-ce que pour les contraintes externes, c'est-à-dire les menaces et les opportunités, comment vous avez collecté les informations pour ça? Comment? Quelles sont les sources qui vous ont permis? L'ANA, d'accord, très bien. Donc il faut se baser vraiment sur des sources officielles. Hein? Voilà. Ça aussi c'est important, quoi. Parce que comme vous n'avez pas le temps de faire le travail de diagnostic, il faut vraiment s'appuyer sur des études officielles. Voilà, fiables. Ça c'est important, parce que sinon, vous pouvez analyser une opportunité qui ne l'est pas, n'est-ce pas, officiellement. Vous voyez un peu? Oui. Parce qu'au Sénégal, tout le monde est consultant, expert. En fait, monsieur... Je taquine, hein? En fait, je souhaitais juste revenir sur la première question, parce que j'avais donné des données concernant l'aquaculture. Peut-être qu'ils n'ont pas vu dans le groupe. Donc, toujours dans... D'accord, des données beaucoup plus récentes que ce qu'on a donné. Donc, c'est en 2016, c'était les rapports de l'ANSD. C'était combien? Ils ont dit que, selon le rapport de la Banque mondiale, que 62% du poisson consommé en 2030 sera produit par l'aquaculture. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui avait dit 60%. On a dit que aussi la croissance de ce sous-secteur pourrait permettre de répondre à une demande croissante en produits aquatiques
C'est ça. Et pourrait participer à la sécurité alimentaire, la création d'emplois, à la réduction de la pauvreté et contribuer à un gap des pêches de capture. Et aussi, d'après les prévisions du PSE, la production de l'aquaculture pourrait contribuer à hauteur de 10% du volume total des pêches de capture. Le PSE2, même c'est plus récent. Plus Donc récent. je vous exhorte beaucoup à consulter le document de... Vous l'avez? Normalement, il... Hein? Il y a juste les objectifs de production. Les objectifs à la fin, regardez à la fin. Souvent, vous ne voyez pas. Parce qu'il y a deux documents de base. Hein. Il y a le document quand même d'analyse et il y a un document, le PAP, ce qu'on appelle le plan d'action prioritaire. C'est là où on décline quand même un certain nombre d'objectifs et de croissance. Pour ce qui est du 2018, le PSE2, le 2018, c'est de 1108. 1108 quoi? 1108 tonnes. D'accord, vous voyez donc, et comment on l'a chiffré? En quelque sorte, une projection en 2023 de 50 000 tonnes. Donc vous voyez, ça c'est important pour vous, parce que ça permet au moins de mieux évaluer, n'est-ce pas, votre potentiel de production à vous. OK? Et par rapport à la part de marché que vous pouvez avoir. Parce que ces projections-là, c'est des projections qui se basent sur justement les compétences de l'ANA. OK? Très bien. Et peut-être même, est-ce qu'ils ont donné le chiffre d'affaires ou les aspects de rentabilité? Le PSE. Juste le taux d'exécution? Qui est de 4%. D'accord, très bien. En tout cas, c'est ouvert. Il faut naturellement avoir le maximum, en tout cas, de sources. En tout cas, ça vous permet quand même d'être plus proche quand même de la réalité. OK? Parce que devant un bailleur, vous lui parlez du chiffre de 2016, il va vous écouter, il va vous dire après, mais maintenant, votre projet c'est en 2020. Hein? Et votre projet c'est sur 5 ans jusqu'à 2025. Pourquoi ces données sont importantes? Parce que dans le business plan, on va y revenir, ça va vous permettre d'avoir une projection sur les années à venir. Hein? En termes de chiffre d'affaires, en termes de rentabilité, mais en termes de production aussi. OK? Voilà, très bien. Monsieur Diop, oui? Il y a Omar Sy depuis Louga qui a donné sa contribution. Oui, allez-y. Oui, on peut partager. Pour compléter sur les opportunités de l'aquaculture, il a dit qu'il y a l'existence de plusieurs cours d'eau favorables à la pisciculture. L'existence de plusieurs cours d'eau. D'eau, ah oui, ça, je pense qu'il est expert dans son domaine. Hein? Parce que également, ça c'est une chose à bien retenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bien. Dernière intervention avant qu'on passe au groupe 2, rapidement. Bonjour. En ce qui concerne les menaces, on peut prendre aussi l'inhabitude des consommateurs aux produits aquacoles frais, surtout le cas du clarias qui est souvent consommé après transformation, c'est-à-dire par exemple le confumé. Les poissons, ça sont souvent consommés après transformation en poisson fermenté séché, ou en poisson fumé, le cas du confumé. Très bien. Ça mérite des sensibilisations. Ah, donc vous êtes en train de parler de comment trouver une solution à ça. Très bien. Pour vous. Donc vous également, vous avez une fonction communication importante à déployer aussi. Très bien. Merci. Mais on vous remercie. Le premier groupe, c'était... La seule principale remarque, c'est qu'il faut avoir des données plus actualisées. OK? Ça aussi, c'est... Voilà. Très bien. Deuxième groupe, rapidement, parce qu'on a... Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Serine Diaw, porte-parole du groupe 2. Donc, nous travaillons sur la production de pastèque, transformation de la pastèque pour en faire du jus, de la farine alimentaire, de l'huile alimentaire et des graines grillées. Ensuite, produits aliments de bétail. Donc, par rapport à la production de la pastèque, donc le résultat que nous avons eu de source ANSD, donc rapport 2019, très bien. Rapport 2019, mais c'est des données de 2015-2017. Mais le rapport est publié en 2019. Oui. Donc, pour la production de pastèque, on a 1 172 772 tonnes. Pour 2017-2018, oui. Très bien. 2017-2018. Donc, pour un rendement de 16 228 kg par hectare
avec une superficie totale cultivée de... La superficie, c'est combien encore? Ouais, pour une superficie de 72 276. Voilà, donc ça c'est le résultat que nous avons eu par rapport à la production de pastèque. D'accord, très bien. Super. Donc maintenant, pour la transformation du jus de pastèque, donc on n'en a pas eu de résultats exacts. Donc pratiquement par rapport à toutes les recherches que nous avons faites, on n'a pas vu... C'est une activité nouvelle, quoi. C'est une activité. Est-ce que vous avez essayé de voir au niveau de la direction de l'horticulture et la direction de la prévision du ministère de l'Agriculture, c'est une direction qui produit beaucoup de statistiques. D'ailleurs, même les statistiques de base que l'ANSD utilise, c'est à partir de cette direction-là. Oui, donc, il y a quelques-uns qui ont cherché sur de l'horticulture, mais on n'a pas eu de résultats par rapport à la transformation. Et n'hésitez pas, dans le cadre du travail de veille, de vous déplacer aussi. Ouais. Ok, parce que vous savez, au Sénégal, l'information est tellement stratégique que les gens préfèrent toujours garder ça derrière eux. Et ne pas le poster, quoi. Vous voyez, ça c'est le réflexe quand même de l'Africain. Hein? Donc n'hésitez pas de vous déplacer et puis voilà, d'avoir la collecte, n'est-ce pas, sur in situ, ok? Peut-être c'est une contrainte de temps qu'on a... Oui, non, en fait je le dis de façon... Je ne dis pas pour cet exercice, je sais que c'est impossible, mais je le dis pour plus tard, quoi, lorsque vous aurez à vouloir quand même finaliser votre business plan, ok? D'accord. Voilà. Donc pour le chiffre d'affaires de la production de pastèque, on a 27 à 35 milliards par an. Beaucoup plus que le projet avicole, là? Et toujours de source ANSD, quoi. Oui. Vous êtes à 3 milliards, non? En 2016. En aquaculture, oui. 3 milliards. D'accord, très bien. D'accord, continuez. Secteur porteur alors? Continuez. Oui, pour un PIB de 900 millions. Un PIB. Alors, quel est le pourcentage, si vous allez à le rapporter? Parce que ce qui est le plus important, c'est le pourcentage par rapport au PIB. Il faut essayer peut-être de creuser ça pour voir la contribution de ce secteur au PIB. Ça ne doit pas être... Maintenant, quand ce qui concerne les leaders dans le domaine de la transformation des jus, donc on note pratiquement petites entreprises comme Kiren, qui fait les jus comme par exemple Presea. Tout à fait. Donc c'est Kiren. Les jus locaux. On a également les jus comme Esteva, IBS, Top, Zena. D'accord. Mais est-ce qu'ils produisent du jus de pastèque? Non, ils ne font pas de jus de pastèque. D'accord, mais vous les considérez comme des leaders, comme des producteurs de jus naturels. D'accord, très bien. Comme par exemple jus d'orange, de goyave, etc. D'accord, très bien. Donc voilà les principaux leaders qu'on trouve sur le marché. Très bien. Mais pour le cas de la pastèque, on n'y en a pas encore. C'est la raison d'être de votre projet. Pour la production de la pastèque, on a 3 zones d'influence. La région de bassin arachidière et le Djolof. Et aussi... Maintenant, concernant les leaders du secteur, comme il a si bien identifié, on peut aussi ajouter Freework Service avec la marque Kumba, Maria Distribution. Il y a aussi la Vivrière qui est spécialisée dans la production, dans la transformation des céréales en farine. Donc, nous, on est dans la transformation des grains de pastèque en farine. C'est ça. Maintenant, pour les aliments de bétail, on peut citer aussi Enema Sander, qui est spécialisé dans la production des aliments de bétail. D'accord, très bien. Très bien, super. Bon, pour ajouter un peu sur le facteur clé de rentabilité. Mettez-vous face devant la caméra. D'accord. Chiffre d'affaires, on en parle. Rentabilité. Facteur clé de rentabilité. Donc, nous avons pu voir la fidélisation des clients. Vous êtes en train de parler des opportunités ou... Non, au niveau du facteur clé, au niveau du première question, on a le facteur clé de rentabilité. Il avait oublié à citer ça. Non, indicateur. Oui. Indicateur chiffré.
clés. Il faut donner peut-être une idée sur les valeurs monétaires, quoi. On a donné le chiffre d'affaires qui s'établit à plus de 30 milliards, je pense. Hein? 300 ou 30 milliards même. 30 milliards. D'accord, la rentabilité. Ok, donc on passe sur les opportunités du secteur. Il y a opportunités de financement et d'appui. Les ONG comme... Ah oui, opportunités de financement et d'appui. Très bien. Donc comme les ONG, les LDF, les chambres de commerce, maisons de l'entreprise, les banques. Dans le cadre de la politique de développement contre la pauvreté, de la croissance de valeur ajoutée et la promotion des PME et des PMI, et la création d'emplois et de revenus. Donc je vais laisser... Donc pour ajouter aussi... Alors, excusez-moi, je pose juste une question. Vous pensez que l'accès au financement pour cette filière est facile? Bien sûr. Pourquoi? D'autant plus que c'est une filière de valorisation des produits. Donc c'est dans le cadre même de la lutte contre... Dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire, on peut citer comme source aussi. Voilà. Et on peut aussi citer par exemple, tout produit transformé est un produit récupéré par exemple. Donc un produit qui, normalement, la pastèque, elle a une durée de vie. Et si on n'arrive pas à la commercialiser, souvent elle pourrit. Donc on peut dire que voilà, ça arche dans la marge de la récupération du produit. D'accord. Parce que devant le banquier, il va vous poser un certain nombre de questions. Aussi dans le banquier, il va vous poser un certain nombre de choses. Hein. C'est-à-dire, la première, c'est la saisonnalité de votre activité. Qu'est-ce qui me garantit que durant toute l'année, vous allez me payer? Parce que vous êtes dans le secteur assez saisonnier. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est est-ce que c'est un créneau porteur? C'est-à-dire, le créneau porteur, c'est que est-ce que ça peut dégager beaucoup de valeur ajoutée et c'est également un secteur qui peut émerger, n'est-ce pas, en termes de croissance interne et externe. Troisième élément, c'est lié même à du moins, ça, comment dirais-je, oui, c'est lié au créneau porteur, le potentiel de développement aussi. OK? Voilà. D'abord, la pastèque, notre projet est innovant. Ouais. Donc, ça apporte source de vie. Donc, ça va apporter quelque chose de nouveau. Et le marché n'est pas encore saturé. D'accord, très bien. Donc, on peut gagner une part de marché. Donc, ça, on peut adoucir les bailleurs sur ce point-là. D'accord, adoucir, d'accord. Oui. Vous savez, le banquier, il n'est pas philanthrope. Hein? En fait, je me mets à la place du banquier. Ce n'est pas pour contrebalancer votre, mais il faut avoir les réponses nécessaires. Parce que lui, il va se soucier quand même du remboursement régulier quand même de sa C'est très intéressant. Et sur l'aspect thérapeutique, encore, ça peut dire que comme une source qui peuvent au moins diminuer certaines maladies. Et ça aussi, ça peut pousser aux bailleurs à s'intéresser sur la... Alors moi, si cet aspect-là, il faut plus l'orienter du point de vue des bailleurs tels que l'OMS, tels que également la FAO, qui peuvent vous appuyer. C'est-à-dire dans le type d'appui au financement, ne voyez pas l'aspect financier. Vous pouvez avoir des appuis techniques qui vous permettent un peu de renforcer même votre outil de production. OK? Ça aussi, il faut l'avoir dans votre stratégie de business plan. Il faut faire le clin d'œil à tout le monde. Hein. Pas seulement aux banquiers, mais à l'État, aux collectivités territoriales, aux bailleurs de fonds, etc., qui sont à l'étranger, etc. OK? Donc ça vous donne une palette quand même de services à prendre. OK? Ouais. Monsieur, par rapport à la question de la saisonnalité du produit. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, la réponse qu'on donne, c'est que la production, elle est importante en période de production. Elle est importante. On ne peut pas du coup, durant cette courte période de production, transformer toute la matière première dont nous disposons. C'est ça. Donc oui, forcément, on va transporter ce que nous... Par exemple, pour le cas du jus, on ne peut pas stocker la matière première, quoi, mais c'est pendant la période de production, on peut faire les jus. C'est ça. Maintenant, en ce qui concerne les autres produits dérivés, donc par exemple la transformation de l'huile, la production de l'aliment de bétail, également la farine.
Donc on peut stocker la matière première. D'accord, très bien. Donc, maintenant, après en termes d'emballage et de normes de l'emballage, comment vous le voyez pour un peu conserver votre jus, tout ça? Parce que ça aussi, c'est le souci du banquier. Voilà. Donc pour la production de la pastèque aussi, donc, comme nous avons un service de développement, donc nous pouvons réfléchir sur une production en contre-saison aussi. Donc faire appel à des moyens de production. Il faut y penser. Voilà. Parce que le premier souci du banquier, c'est de dire que l'agriculture, c'est une activité saisonnière. Alors, 6 mois de production, après vous allez rester, mais il faut lui donner l'argument ou le contre-argument que, au-delà, n'est-ce pas, de la saison, je peux avoir d'autres périodes quand même où je continue à produire ou à vendre. OK? Ça aussi, c'est un bon point. OK, chez le banquier. Bon, pour la production de la pastèque, il faut savoir qu'elle peut se faire pendant toute l'année. Il suffit juste d'avoir de la surface et de l'eau. C'est ça. Elle peut se faire pendant toute l'année. Juste que les meilleurs rendements sont obtenus pendant décembre, janvier, février. C'est ça. C'est ça. Donc on peut produire pendant toute l'année. D'accord, très bien. Il n'y aura pas de rupture. Ça rassure. On termine par les menaces. Quelles sont les menaces? Parce que vous avez parlé des opportunités. Quelles sont les menaces qui sont relevées dans ce secteur? Avant la saisonnabilité des produits, car certains produits qui entrent dans la production de jus ne peuvent être disponibles qu'une période de l'année. S'il vous plaît. Soulevez un peu le micro. Parce qu'il y a un autre micro qui doit être éteint. Il y a aussi la faible capacité des producteurs. Nous avons le comportement extraverti ou la mauvaise perception des jus locaux, ce qui implique la persistance de certaines personnes à la résistance de consommer ces jus. D'accord. Il y a aussi la méconnaissance des attributs des jus de fruits. D'accord. Il y a la concurrence des produits concurrents importés. Il y a les effets de la fraude qui favorisent le développement des marchés parallèles. Très bien. C'est-à-dire la concurrence déloyale pour les produits importés. Très bien. Il y a le manque ou l'insuffisance de professionnalisme chez les transformateurs. Très bien. Il y a à cause du taux de change élevé, nos produits sont défavorisés pour l'exportation. Le long processus d'obtention du certificat de la norme. Très bien. Il y a aussi l'organisation interne des unités avec l'organisation de la production qui comporte des faiblesses, comme la taille. Très bien. Il y a équipements et procédés utilisés sont souvent inadaptés et peu performants. Il y a le coût élevé. La liste est longue, hein? J'espère que vous avez, avec toutes ces listes-là, il faut les transformer en force, hein? N'est-ce pas? Oui. Parce que si vous avez une liste kilométrique de menaces, pour vous, ça veut dire que vous avez l'obligation plus tard de les transformer en force. Sinon, c'est des menaces qui vont venir également vous attaquer. Vous voyez un peu? Oui. Voilà, donc ça, il faut, pour chaque menace, qui est quand même une contrainte externe, il faut avoir quand même un comportement de réajustement possible. OK? D'accord. Voilà, il y a aussi le coût élevé du niveau d'énergie et la qualité des équipements de transformation. Très bien. Il y a l'insuffisance des moyens de contrôle de qualité aussi. C'est ça qu'on avait comme menace. Très bien. Dans le secteur. Et parmi ces menaces-là, est-ce que vous avez des réponses appropriées pour y faire face? Oui, effectivement, nous avons des réponses appropriées parce que nous sommes consultés sur le domaine de la performance. Nous sommes consultés par des experts dans ce domaine. Très bien. Donc, on a des qualiticiens pour faire des produits de qualité. Et nous avons des sécurités d'hygiène qui respectent les normes de transformation. Très bien. Donc, tout ça, l'équipe est consultée par, rassurez-vous, par des experts dans ce domaine. Voilà, très bien. Et sur le domaine de l'agroalimentaire, de la production aussi, il y a des gens ici, nous avons des gestionnaires de stock, donc, qui peuvent faire de bons emballages et déstocker à longue durée. Oui. Donc, et nos produits seront des produits, par exemple, qui respectent les normes agroalimentaires. Très bien. Donc, parce que nous avons ici des entomologistes, des agroécologistes qui peuvent gérer cela. Très bien, super. Pour ajouter une menace, l'habitude... Ah, le chapelet n'est pas encore... Non, c'est pour boucler la boucle. Donc on peut ajouter l'habitude alimentaire des Sénégalais. Donc ça ne fait pas partie de notre idéologie. Souvent, le Sénégalais, c'est très rare qu'un Sénégalais puisse acheter du jus pour consommer. Donc là aussi, ça... Ah oui? C'est très rare. D'habitude, les gens ont maintenant cette autre conception. Hein. Surtout avec la survenance maintenant des maladies cardiovasculaires, les gens ont tendance même à aller sur le jus local. Par contre, ça, c'est
ça ne doit pas peut-être être une menace pour vous, au contraire même. Non, ça ne va pas être une menace pour nous. Oui, c'est ça, absolument. C'est une ouverture même, commerciale. C'est une ouverture commerciale pour vous. Et que nous avons une bonne étude de marché et une bonne communication. Si cela est accompagné par une bonne communication, et cela peut contredire même, par exemple, comment dirais-je, les boissons gazeuses qui sont distribuées ici et qui causent d'énormes maladies. Absolument. Donc, comme le diabète qui est très récurrent au Sénégal. Et nous, nos produits, au-delà de ça, ça lutte contre le diabète. Donc ça diminue considérablement les diabétiques là, surtout le diabète de type 1. Très bien, super. Donc, en tout cas, merci. Merci, on vous remercie pour le dernier groupe, rapidement, avant qu'on fasse la systématisation pour la veille, avant de passer au business plan. Parce qu'on a deux choses aujourd'hui. On présente les outils de veille, c'est une systématisation, et puis tout le reste maintenant de la journée, c'est ça le business plan. OK, on y va. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, le groupe 3, il a conservé le projet qu'il avait entamé hier. Oui. Maintenant, dans une perspective de diversification, donc on a incorporé un autre volet donc, qui s'inscrit dans le secteur secondaire, tout en maintenant... S'il vous plaît, est-ce qu'on peut s'écouter là, s'il vous plaît, oui. Donc, on a incorporé un autre aspect qui concerne un peu la transformation, tout en maintenant notre activité de production. Donc, l'accent a été mis un peu sur une plante que les gens utilisent, le gingembre, donc avec la fabrication de gélules hydrosolubles, plus incorporé. Il y a deux produits d'abord, le gingembre hydrosoluble et l'autre qui sera sous forme d'infusion avec certaines plantes tisanières. Donc, il y a un début déjà sur le marché avec d'autres procédés, mais notre approche un peu est orientée pour les gens qui en ont besoin pour des vertus thérapeutiques. Donc je vais laisser le groupe continuer en abordant le... Très bien. Bonjour. Bonjour. Donc on a fait des recherches concernant sur le secteur et les données qu'on a eu à avoir sont plus axées sur l'année 2017 parce qu'il y a des études qui ont été faites en 2019 mais c'était plus comme... Pas mal. 2017, statistiquement, ça passe. Je préfère 2017 que 2016. Donc, vu que le gingembre n'est pas... Oui, il y avait également une étude où on montrait les différents produits qu'on importait et qu'on exportait au Sénégal. Mais je pense que le gingembre n'est pas assez importé. Parce que je n'ai pas vu de résultats concernant le gingembre alors qu'il y avait une longue liste de produits alimentaires. C'était bizarre. Donc, la source était où? Je crois que c'est DPE, je pense. Bon, il faut aller au niveau des agrégés, c'est-à-dire, encore une fois, la DPE, la Direction de la Prévision et des études économiques ou l'ANSD, ce qu'ils font, c'est collecter au niveau quand même sectoriel. C'est-à-dire, si vous avez des informations, si vous voulez des informations très ciblées sur, par exemple, ces produits-là, il faut aller à la direction de l'horticulture ou à la direction, il y a une direction au niveau du ministère de l'Agriculture qui s'occupe un peu de la collecte individuelle de toutes les productions, ok? Alimentaires, non alimentaires, etc. Et donc ça vous donne un peu une idée, parce que bon, l'ANSD, ça peut être des sources, mais des sources qui sont souvent agrégées, ok? Voilà. Mais n'hésitez pas à aller jusqu'au détail. Hein. D'accord. Voilà. Okay. Donc, ou à la Chambre de commerce de Dakar ou d'agriculture. OK? D'accord. Très bien. Donc, le secteur primaire représentait 4,6% du PIB en 2017, affichant ainsi la plus forte croissance en cette année, avec une progression de 8%, contre 6,5% en 2016. Cette performance est due au dynamisme de l'agriculture vivrière et de l'agriculture d'exposition. C'est ce que je voulais entendre. Des taux de croissance de 2,2% et 11,2% respectivement. Très bien. En 2019, le secteur primaire avait enregistré un PIB de 17,6%. Concernant le secteur secondaire, vu qu'on est également sur la transformation, c'est ça. Contribuant au PIB de 2017 à hauteur de 23,8%, le secteur secondaire a enregistré une croissance remarquable de 7,7% en 2017 contre 6,7% en 2016.
Cette croissance est générée par la performance de petites industries, 13,2% du PIB, constituées entre autres de la transformation et de la conservation de la viande et du poisson, du travail de grains. Vous êtes dans le secteur de la viande, non? En bouche bovine ou vous allez laisser également, tomber? oui. On est également dans la viande. Très bien. Du travail de grains à la fabrication de produits alimentaires. Donc, en ce qui concerne l'agriculture, le PIB de l'agriculture est passé en 2012 de 7,5% contre jusqu'à 8,5% en 2017 du PIB. Voilà, c'est les recherches qu'on a eu à faire sur le secteur. Maintenant, je laisse la parole pour les leaders. D'accord. Quels sont les leaders dans votre secteur, de façon précise? Très bien. Très bien. Bonjour. Donc, concernant les leaders, tout d'abord, nous nous sommes rendus compte d'une chose, c'est le fait que quand on se concentre sur le gingembre et qu'on décide d'en faire des gélules et de la tisane, on se rend compte que c'est une idée qui n'est pas développée, en tout cas jusque-là, ici. Alors, il y a quelque chose qui m'a échappé. Pour les gélules, c'est pourquoi? C'est des comprimés ou des... Oui, en fait, comme notre collègue l'avait dit, on s'est plus axé, en tout cas pour une première étape, on s'est plus axé sur ceux qui recherchent ça pour des vertus thérapeutiques. Est-ce que vous ne serez pas considéré comme une médecine traditionnelle ou une pharmacopée? Vous voyez un peu les... Parce que bon, vous savez, c'est normé. Hein? Si vous voulez développer des gélules, les industries pharmaceutiques vont vous attaquer. Hein? On va vous considérer soit comme une médecine moderne ou traditionnelle. Hein? Est-ce que vous avez les prérequis? Parce que pour développer un produit, il faut avoir un agrément qui vous permet de pouvoir développer ce produit. Attention, hein? On l'a dit hier, il faut bien s'informer sur la réglementation concernant quand même le développement des produits. Donc attention, vous voyez un peu? Vous investissez beaucoup d'argent et à la fin vous vous retrouvez, n'est-ce pas, avec un produit qui n'est pas vendu parce que ce n'est pas autorisé. En fait, quand on parle de gélules hydrosolubles, c'est-à-dire qu'on va utiliser ça dans l'eau. Maintenant, les vertus du gingembre, on y reviendra, mais... Mais comment, en fait, mon problème, c'est que quand vous mettez ce produit sur le marché, qui va distribuer ce produit-là? Voilà. C'est les pharmacies, c'est les supérettes, etc. Vous voyez un peu? Non, en fait, quand on dit vertu thérapeutique, ce n'est pas pour dire qu'on va passer par la pharmacie. Parce que des gélules hydrosolubles ne veut pas forcément dire qu'on va faire un médicament pharmaceutique. Mais comment expliquez-nous un peu comment le produit va être commercialisé? Parce que sinon, vous serez considéré comme un médecin traditionnel. Hein? Vous voyez un peu? En fait, c'est ma préoccupation. D'accord. Donc, pour l'instant, ce qu'on a prévu de faire, c'est faire ça pour les gélules, en tout cas, sous forme de sachets. Donc, des sachets qui en contiendront peut-être une vingtaine. Et ça va être commercialisé de la manière-là. Et également, à côté, comme on le disait, faire les tisanes. Mais le réseau de distribution, c'est quoi? Il faut nous expliquer. C'est quoi votre réseau de distribution? Bon, le réseau de distribution... Vous allez mettre en place des kiosques ou vous allez avoir des commerciaux qui vont démarcher, etc. Ou vous allez les mettre à la disposition des pharmacies ou même de... Oui, en fait, on peut se baser sur, dans un premier temps, les supermarchés et les boutiques principalement. D'accord. Parce qu'il y a déjà d'autres produits à base de gingembre qui sont commercialisés par ces acteurs-là. Donc nous allons nous lancer dans le même axe et utiliser ça comme source de distribution. D'accord. Maintenant, les leaders. Donc jusque-là, nous avons Cerfa qui produit de la poudre de gingembre. Nous avons également une entreprise nommée Les Produits du Sénégal qui utilise le gingembre afin de faire des sirops. Des sirops. Oui. Maintenant, ça c'est une concurrence assez directe, mais jusqu'à présent, ils n'utilisent pas exactement le même produit que nous. D'accord. Maintenant, il y a également le groupe Kiren. Le groupe Kiren, bien qu'ils ne se focalisent pas sur le gingembre, ils utilisent ça également dans leurs différents produits. D'accord, très bien. Donc, ils sont à prendre en compte. Nous avons des bonbons au gingembre qui sont commercialisés, notamment par Nujaim, qui commercialise Ginny Ginger. D'accord. Et également, nous avons Bege Ginger qui est commercialisé par Confisen. Vous avez bien identifié vos concurrents là. La liste est très précise là. Oui, allez-y. Et au-delà de ça, il faut prendre en compte le fait qu'il y a différentes GIE qui sont réparties un peu partout dans le pays et qui interviennent sur l'agriculture, etc. et qui utilisent souvent le gingembre parmi leurs produits. Super.
Bon, c'est concernant les leaders. Pour les leaders, d'accord, c'est très bien. Opportunité du secteur? D'abord, il veut... Ah oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. En fait, je vais fournir un peu plus d'informations sur les indicateurs macroéconomiques qu'on a eu à décrire. Concernant ces indicateurs, on a déjà eu des sources d'informations comme fournies par le Fonds monétaire international, ainsi que la direction de la prévision et des enquêtes des études économiques. Et ces informations sont publiées le 12e mois 2019 par la Direction générale du Trésor. En fait, concernant la croissance du PIB par secteur, on a le secteur primaire déjà a contribué à hauteur de 16% du PIB. Et il y a eu une création d'emplois de 50% sur ce secteur. Vu aussi également qu'on intervient, notre projet porte aussi sur le secteur secondaire, il y a eu aussi une croissance de 23% du PIB. Croissance, d'accord, très bien. Oui. Concernant aussi maintenant le chiffre d'affaires, juste ça aussi ce sont des informations fournies par le cabinet d'audit Grant Thornton, qui est là à la place de l'indépendance même. Selon le secteur, le chiffre d'affaires pour le secteur primaire est évalué à 2,261 900 000. Pour le secteur secondaire, on a 2,378 700 000. D'accord. Maintenant, concernant la rentabilité pour ces deux secteurs, j'ai aussi consulté le site Financial Afrique qui a recueilli ces informations à travers la direction de la prévision et des enquêtes économiques. Là, pour la rentabilité, on a pour le secteur primaire, on a 12,6%. Et pour le secteur secondaire, on a 1,1%. Maintenant, toutes ces informations, on les a recueillies à travers ces différents organismes. C'est bien, c'est bien, c'est bien, d'accord, merci beaucoup. Opportunités et menaces, pour finir rapidement. Bonjour. Bonjour. En ce qui concerne les opportunités du secteur, nous avons un marché local en progression, une évolution des modes de consommation, c'est-à-dire les usages pratiquement en termes d'achat de produits ou de services pour un utilisateur. Il y a aussi une ouverture à l'exportation. Une ouverture à l'exportation. Mais où? Dans quel pays? Parce que si vous êtes à l'exportation, il faut voir quelle est la percée commerciale. Est-ce que c'est au niveau européen ou est-ce que c'est au niveau dans les sous-régions, par exemple. Ça, il faut creuser. Hein. Oui. Il faut bien creuser, voilà. Il faut bien creuser. Donc, pour voir un peu l'opportunité, est-ce que c'est au niveau régional ou est-ce qu'au niveau international? Ok, très bien. Oui, dernière question, les menaces. Et maintenant, en ce qui concerne les menaces du secteur, elles sont d'ordre environnementaux, d'investissement et commerciaux. Maintenant, en ce qui concerne les menaces environnementaux, nous avons le respect des règles et la sécurité sanitaire, le manque de traçabilité des produits et la protection de l'environnement. En ce qui concerne les investissements, les entreprises agroalimentaires doivent faire face à des besoins croissants, c'est-à-dire investissements d'ordre matériel et immatériel. En ce qui concerne les menaces d'ordre commerciaux, là-bas, je pense qu'il y a beaucoup de la concurrence qui règne là-bas. Il y a une forte concurrence. Ah, mais c'est normal. Maintenant, pour chacune de ces contraintes ou menaces, est-ce que vous avez des ripostes à donner? Ben oui, il faut y penser, hein, parce que sinon vous serez absorbé par la menace. Quelles sont les réponses à apporter? Oui. Bon, concernant les menaces environnementales, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une forte concurrence. Oui. Donc, la première solution que nous apportons, c'est la différenciation. Dans le fait que nous produisons, on peut donner un produit qui ressemble peut-être au leur, mais tourné d'une telle manière que ce ne sera pas le même que le leur.
D'accord. Comme c'est le cas avec les gélules. Ça, c'est la concurrence. Maintenant, au niveau environnemental, qui est un risque macro, quelle est la réponse à donner? Maintenant, pour le niveau environnemental, évidemment, il faudra respecter les normes déjà. Mais comment c'est bien beau de dire je vais respecter, mais comment vous allez faire? En fait, hier, on était déjà venu, on s'était appesanti sur le fait que nous allions utiliser une agriculture qui respecte l'environnement, donc oui, bio. Je pense qu'on a beaucoup développé sur ça hier. Donc déjà, la plupart des règles, nous les considérons de manière éthique déjà comme des règles à appliquer. Donc ça va faire partie du processus de recherche et de ce qu'on va mettre en place. Développement, d'accord, très bien. Mais merci beaucoup à tout le monde, hein. Merci. C'était le but de la manœuvre. Hein. Bon, on a initié tout le monde à la veille, hein, sans pour autant quand même que vous saviez un peu ce que c'est la veille. Maintenant, on va rapidement avant la pause, parce qu'après la pause, jusqu'à la fin, oui, allez-y, si vous avez une question, oui, allez-y. À eux, hein, ou à moi? D'accord, il n'y a pas de souci, allez-y. Allez-y, posez votre question. Je comprends l'intérêt à chercher la concurrence et essayer de découvrir ce qui se passe dans le marché. Oui. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment on lit au-delà des chiffres qu'on a obtenus. Par exemple, en filigrane, si c'est le PIB que représente un secteur. Et comment on va travailler ce chiffre-là pour le rentabiliser, pour le rendre concret, pour mieux comprendre le secteur, oui. Alors, il faut savoir que les éléments, s'il vous plaît, les éléments d'information qu'on a eu à collecter, c'est des informations qui sont très disparates. Hein. C'est des informations économiques, c'est des informations commerciales, parce que savoir les leaders de votre secteur, c'est important dans votre étude de marché. En termes de marketing, c'est bon de savoir quels sont quand même ceux qui vont menacer votre production ou votre chiffre d'affaires. Sur les informations économiques également, hier vous étiez là, on a longuement, n'est-ce pas, débattu sur l'importance de l'environnement macro. Parce que si l'environnement macro ne va pas, vous, en tant qu'entreprise, votre activité ne va pas marcher. Donc, si le secteur d'activité a des problèmes, vous, en tant qu'entreprise individuelle, vous aurez des difficultés. Parce qu'il y a une corrélation entre la branche d'activité et le secteur. Le secteur est composé de l'ensemble des activités, des branches. Donc, si vous, en tant que secteur, vous n'avez pas des opportunités de développement, je me demande comment l'entreprise en tant que telle pourra en avoir. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est que dans le business plan, encore une fois, vous ne devez pas seulement voir les aspects financiers, parce que vous êtes en train quand même de porter votre projet. Et dans ce projet, autour de la table, il peut y avoir le bailleur de fonds, il peut y avoir l'État, il peut y avoir également d'autres organismes qui peuvent vous appuyer. Ça aussi, il faut bien l'appréhender, n'est-ce pas, dans votre business plan. Il peut y avoir plus d'appui technique que même d'appui financier. Je vous donne l'exemple, par exemple, de l'organisme 3FPT, par exemple. Si vous avez besoin de formation technique sur comment commercialiser, par exemple, des produits bio, etc., il peut vous appuyer, n'est-ce pas, dans ça. Je pense que c'est des opportunités à saisir au-delà même de l'opportunité financière. Donc, dans le business plan, vous devez avoir un business plan avec une démarche inclusive, où on retrouve tous les aspects liés, n'est-ce pas, au secteur économique, au secteur financier, mais également au secteur social et géographique. On l'a vu. Donc, l'importance de l'environnement est à analyser. Parce que si vous ne le faites pas, on aura l'impression que votre projet poursuit uniquement un but de rentabilité commerciale. OK? Et donc, on va le voir plus tard dans le business plan, parce que le business plan est composé de plusieurs aspects. On va le voir, donc ne soyez pas... voilà, donc ça, on va voir les différentes rubriques du business plan, et vous allez voir que chaque information qui est collectée ici va être insérée, n'est-ce pas, dans le business plan. Que ça soit l'analyse du secteur d'activité, vous voyez, il y a une bonne base d'informations qu'il faut mettre là. La présentation des produits et services, qui est l'étude technique, la stratégie commerciale et l'étude financière qui va un peu récupérer un certain nombre d'informations spécifiques à l'entreprise. Donc, aucune information n'est à négliger, n'est-ce pas, dans le business plan. Par contre, ce qu'on évite, c'est d'avoir un business plan où on est un peu aérien, bateau.
Oui, le secteur marche, mais sans chiffre. Voyez un peu? Alors que le banquier, ce qui l'intéresse, c'est le chiffre. Hein? Oui, le secteur marche parce que les Sénégalais consomment du mil ou du fognon, etc. Mais si vous ne chiffrez pas ça, ça pose problème. Voyez un peu? Voilà, donc ça, on va y revenir dans le business plan et on va voir également les erreurs à éviter pour le business plan. Ça aussi, c'est de bonnes pratiques. Ce qu'il faut faire, les qualités d'un bon business plan, mais on va voir également les 10 erreurs à éviter. Moi, j'ai répercuté ça sur 10 erreurs. Hein. OK? On va voir, par exemple, la première erreur, c'est le fait de décrire de manière abstraite le projet ou le produit. J'ai un produit qui marche parce que ça a été développé en Chine, etc. Mais vous, dans votre projet, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est ça. Donc, il faut être très proche de la réalité. Donc ça, on va y revenir. Hein. Donc dans l'élaboration quand même du business plan qui va nous prendre tout le reste, n'est-ce pas, de la science après la pause et l'après-midi. OK? Comme ça, on aura même la possibilité d'avoir quand même encore une dernière étude de cas avec vos projets. Et je pense que il y a même un fichier qui est en ligne. J'avais demandé à M. Diédiou, c'est la plateforme qui vous permet de pouvoir avoir le canevas d'études financières. OK? Ça, c'est un fichier en Excel qui vous permet rapidement d'élaborer le business plan. Mais au-delà même de ce cours-là, il y a un accompagnement qui sera derrière, en B2B. Je pense que la dernière fois, j'en parlais avec le professeur, pour que chaque entrepreneur puisse être suivi, n'est-ce pas, dans l'élaboration du business plan. Bien sûr, vous avez une part de responsabilité parce que vous connaissez mieux vos chiffres. Nous, on peut vous accompagner pour avoir quand même la cohérence d'ensemble et avoir les bons chiffres. OK? Mais vous connaissez vos besoins, vous les exprimez et puis nous vous accompagnons dans ça. OK? Donc rapidement pour la veille. Hein. Alors pourquoi on surveille l'environnement? J'ai fait exprès de vous donner cet exercice-là avant de vous donner les bonnes pratiques. On surveille pour déceler les changements au niveau de l'environnement. Donc la surveillance est importante pour nous, pour un peu déceler ce qu'on appelle les anomalies qui peuvent véritablement être décelées sur l'environnement. Donc, pourquoi surveiller son environnement? Le premier élément, c'est que ça permet de voir est-ce qu'il y a des mutations technologiques ou est-ce qu'il y a des mutations institutionnelles ou réglementaires. OK? Le deuxième élément pour vous montrer l'importance de cette veille, c'est que ça permet de repérer un peu les innovations technologiques. Plus vous faites la veille, plus vous saurez si votre produit, n'est-ce pas, est innovant ou non. Vous savez, ne faites jamais à votre innovation technologique aussi. Parce que vous pouvez penser que votre produit est innovant alors qu'entre-temps, il y a d'autres innovations, n'est-ce pas, qui se sont greffées. Donc, en faisant la veille, ça vous permet un peu de voir quelles sont vraiment les dernières innovations technologiques et les changements dans la réglementation. Parce que vous savez que l'État prend tout le temps des décisions, OK? Des décisions qui souvent vont impacter sur l'activité de l'entreprise. Donc, en faisant la veille, vous pouvez voir rapidement. Hier, on parlait par exemple du changement du taux d'horaire pour le SMIC. Le SMIC était à 32 000 francs et ça a été... On est resté même jusqu'à plus de 50 ans sans rénover le SMIC. C'est en juin 2018 où il y a une révision du SMIC. Maintenant, le SMIC, c'est 52 000 francs. Et donc, en tant que chef d'entreprise, si vous ignorez ça, vous êtes hors la loi. Vous payez, n'est-ce pas, un gardien 32 000, il faut vous attaquer. Alors que le SMIC, c'est 52 000 francs depuis le 1er juin 2018. Voilà ces genres d'informations. Donc, avant même d'entrer dans un secteur ou de développer, n'est-ce pas, une activité, il faut avoir la veille. Vous ne devez pas être déconnecté de la réalité. Ça aussi, c'est bon à savoir. Anticiper sur l'évolution de l'environnement. Parce que quand vous faites ce travail de collecte d'informations ou de veille, ça vous permet un peu de savoir quels sont les réajustements à faire pour demain. Parce qu'aujourd'hui, vous avez identifié combien de leaders, 5 ou 6 dans votre secteur, mais demain, il faut avoir des stratégies pour voir comment percer encore ce secteur-là. OK? En quoi faisant? En ciblant peut-être la clientèle nouvelle ou en ciblant peut-être la clientèle qui est un peu volatile. Et pourquoi c'est important de surveiller l'environnement? Parce que ça peut même vous permettre d'avoir une compétitivité, n'est-ce pas, commerciale. Et tout ça
C'est ce qu'on appelle la démarche d'intelligence économique. Alors, l'intelligence économique, souvent les gens pensent que c'est un outil d'espionnage. C'est différent. La différence entre l'espionnage économique et l'intelligence économique, c'est la démarche d'intelligence est légale. Donc, toute entreprise peut avoir. Donc, quand on parle d'intelligence économique, la base est légale. OK? Donc, ici, c'est la surveillance permanente de l'environnement. De l'environnement, OK? De l'entreprise. Donc, je répète, quand on parle de dispositif d'intelligence économique, il y a une base légale. Ça aussi, il faut le savoir. On ne peut pas vous reprocher de faire de l'intelligence économique. On ne peut pas reprocher à une entreprise de faire la collecte d'informations sur son secteur, de surveiller son secteur aujourd'hui et demain. Donc ici, la surveillance est permanente. OK? Alors, permanente, ça veut dire quoi? Le passé, le présent et le futur. Donc, je répète, vous devez faire une surveillance permanente. Le passé, il faut voir le secteur, comment cela s'est comporté avant. Aujourd'hui, il faut voir votre secteur, comment cela se comporte. Il faut voir également les potentiels d'évolution de votre secteur. OK? Alors, c'est une base légale. Donc, alors que quand on parle d'espionnage économique, l'espionnage économique n'est pas légal. Si vous le faites alors que votre concurrent, n'est-ce pas, vous voit, il peut vous attaquer. On est d'accord? Je pense qu'il y a quelqu'un hier qui l'a fait, mais je sais pas, il n'est pas. Hein? Espionnage industriel. Ah, il est où là? Oui, ce que vous avez fait, c'est de l'espionnage économique ou industriel. Il n'est pas légal. Il n'est pas légal. Vous savez, il y a plusieurs formes de faire de l'espionnage. Hein? Vous pouvez même demander à un de vos employés d'être recruté ailleurs, chez votre concurrent. Et il y a même dans certaines pratiques d'espionnage économique, vos concurrents vont exploiter même vos poubelles. Vous savez, les poubelles, pourquoi les gens doivent beaucoup faire attention sur le dépouillement de ces poubelles? Parce que pour une secrétaire qui n'est pas vigilante, elle peut mettre tout dans une poubelle. Mais le danger, c'est que si c'est des documents confidentiels qui ne devaient pas apparaître, ça pose problème. Et donc, dans certaines stratégies même d'espionnage, vos concurrents vont exploiter plus tard vos poubelles. Parce qu'une poubelle, personne ne veut la garder. Et donc, si vous les jetez quelque part, n'est-ce pas, dans une poubelle publique, ils vont exploiter ça, les documents, les notes, etc. C'est pourquoi donc une bonne pratique, c'est que quand vous êtes en entreprise, les documents confidentiels, il faut vraiment les écraser. Il y a des machines maintenant qui écrasent carrément, okay? qui même proposent en bouillie. Donc, l'espionnage économique n'est pas permis. Alors que vous devez être dans une logique de démarche d'intelligence économique qui permet de surveiller de façon permanente quand même votre environnement. OK? L'environnement passé, l'environnement présent et l'environnement futur. OK? Alors, quelles sont les stratégies maintenant pour surveiller une entreprise? Alors, ici, on va dire que l'entreprise peut avoir adopté 3 stratégies. La première stratégie, c'est de se dire que j'ignore les modifications de l'environnement. C'est-à-dire, je fais que quand même subir quand même. J'ignore. C'est-à-dire, il y a une réglementation qui est là, où il y a des innovations qui sont là. Je laisse ces innovations quand même être déroulées. Donc, ça veut dire qu'ici, je n'ai pas d'action, n'est-ce pas, à mener. C'est une action neutre. Ça veut dire qu'ici, vous avez une situation d'absence de stratégie. Et ça, ce n'est pas le bon comportement d'un manager. Donc, cette première stratégie, on ne vous la conseille pas. C'est clair? La deuxième possibilité, c'est de se dire que l'entreprise peut contre-attaquer les évolutions défavorables. Et dans ce cas, elle aura adopté ce qu'on appelle une stratégie défensive. Bon, la stratégie défensive, elle peut
Elle peut marcher, mais le problème c'est que vous êtes en train de subir. Vous êtes en train de subir, c'est pourquoi vous êtes sur la défensive. Alors le problème de ça, c'est que quand vous êtes trop sur la défensive, vous risquez d'épuiser vos efforts. On vous donne un coup, vous allez riposter. Mais à ce rythme-là, vous n'aurez plus de force pour riposter. Et donc ça, c'est comme si quand même, vous suivez un peu la logique de défense quand même de ce qui vous attaque. Vous savez, une bonne façon de déstabiliser une entreprise, c'est de chercher quand même à l'attaquer. Et une fois que vous l'attaquez, le temps de riposter, vous vous êtes sur autre chose. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Bon, on pourrait revenir en arrière. Oui. Concernant l'espionnage économique. Oui. Donc, si vous le faites, bon, est-ce qu'il y aura des sanctions qui vous sont... Non, du tout, c'est légal. C'est légal. C'est-à-dire, ça se fait, n'est-ce pas, sur des plateformes. Parce que tout ce qu'on est en train de faire là, depuis ce matin, c'est ça. C'est de l'intelligence économique. C'est-à-dire collecter, on ne peut pas... Bon, je parle plus de l'espionnage. Ah, l'espionnage. Ah bon, l'espionnage, vous ne pouvez... C'est des sanctions. Hein. C'est comme si, quand même, vous utilisez même le portable de votre, n'est-ce pas, voilà, de votre ami, etc. Ça, c'est des sanctions. Vous n'avez pas le droit. Vous savez, de plus en plus, même, il y a c'est du piratage même. Parce que vous utilisez les comptes Twitter ou les comptes Facebook, n'est-ce pas, des gens, mais la sanction est là. Hein. C'est une fraude. Hein. Oui, l'espionnage économique est puni. Maintenant, les puissances économiques telles que les États-Unis, eux, ils ne le font pas, n'est-ce pas, sur une personne, mais ils le font sur des pays. Ce n'est plus quand même de l'espionnage économique, mais une guerre économique. Mais de façon individuelle, ou si vous êtes une entreprise, si vous le faites, la sanction peut être là. C'est à la limite même une concurrence déloyale, qui est sanctionnée par l'État. Ne soyez pas dans cette dynamique d'espionnage. Parce que si vous le faites, c'est à vos risques et périls, et pénalement, et civilement même, on peut vous sanctionner. OK? Voilà, c'est une concurrence déloyale qui est interdite par l'État. Par contre, on ne peut pas vous reprocher d'avoir une démarche d'intelligence économique, le fait de surveiller de façon régulière et de façon officielle votre secteur. Il y a des sources d'information. Personne ne peut vous empêcher d'aller dans des foires. Non? Mais le danger, c'est d'attaquer, n'est-ce pas, l'entreprise dans son centre d'activité. Vous voyez un peu? Votre concurrent, vous cherchez, par exemple, à faire travailler votre employé dans cette entreprise, juste pour avoir des informations. Ça existe, hein? C'est pourquoi même certaines entreprises sont très réticentes, n'est-ce pas, à accepter des contrats de CDD de 3 mois, etc. Parce que c'est des contrats où on se dit que est-ce que cette personne-là, si elle finit quand même ce contrat, est-ce que les informations ne seront pas divulguées ailleurs? Ça existe, hein? Juste, n'est-ce pas, on vous fait travailler pour 3 mois, stage. Le temps de collecter des informations sur la comptabilité, la production, et puis voilà. Oui? Micro, s'il vous plaît. Oui, prenez le micro, oui. On prend une question en ligne. Oui, une question en ligne, oui, allez-y. D'accord. Il y a Ndeya Sending qui est depuis Dakar, en fait, un master en nutrition. Oui. Donc sa question, c'est qu'elle dit quels sont les moyens légaux existants d'être informé des stratégies commerciales de ses concurrents? Il y en a plusieurs, hein. Les sources officielles sont là et sont abondantes. Hein. Déjà, on ne se fatigue plus avec les sites internet, etc. Il y a des sites très officiels dans le domaine économique ou financier. Il y a la direction de la prévision et des études économiques qui fait quand même une agrégation de toutes les données économiques et financières, et sectorielles même. Et mieux également, vous avez l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique, vous avez les chambres consulaires, vous avez les chambres de métiers, vous avez également une possibilité de collecter même sur le terrain. Et c'est cette collecte-là qui est plus, à la limite, interactive. Parce que participer, n'est-ce pas, à des foires, à des salons, ça vous rapproche, n'est-ce pas, de 3 acteurs. Les fournisseurs, les clients et également même vos concurrents. Sans pour autant faire de l'espionnage économique. C'est pourtant, c'est une démarche d'intelligence économique. Parce que le fait de participer à des foires et le fait de lire également la presse. Je sais qu'au Sénégal, on a beaucoup de presse peoples. Mais essayez de vous dire qu'il y a la presse économique. Il y a quand même des organes économiques qui sortent beaucoup quand même d'informations économiques.
Et ça, c'est une veille également que vous pouvez faire à partir de la presse. Donc, un manager ne doit pas subir, en tout cas, une situation d'absence de stratégie. Vous devez en tout temps être, n'est-ce pas, sur le qui-vive. Voilà. J'enchaîne avec Saloum Sek qui est à Richard Toll. Oui, je sais. Donc, il dit, est-ce que l'entrepreneur doit prendre en compte la variation du taux d'inflation pour la surveillance de l'environnement économique de l'entreprise? Absolument. Absolument, puisque l'inflation est un facteur monétaire qui peut avoir une dégradation, non seulement pour le coût de production de l'entreprise, mais également pour la perte même de pouvoir d'achat du client. Sur la demande et sur l'offre. Sur l'offre, s'il y a une hausse des prix, voilà, ça risque quand même d'impacter même le coût de production, n'est-ce pas, de l'entrepreneur, ok, de façon directe ou de façon indirecte. Pour le client, c'est évident, parce que le client, en ayant, n'est-ce pas, une perte de pouvoir d'achat, ça veut dire que c'est la demande qui va en subir quand même le sort. Et donc ça, c'est quand même une bonne stratégie également à surveiller. Le taux d'inflation, on n'a pas peut-être parlé de ça aujourd'hui, mais c'est important de suivre aussi bien le PIB, le taux d'intérêt, le taux d'inflation aussi. OK? Parce que plus le taux d'inflation est important, ça veut dire que les clients ou les consommateurs auront tendance moins à consommer. OK? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet d'influence directe quand même de ce prix. Alors, il faut savoir que cette logique économique ne marche que pour certaines catégories de clients. Parce que pour certains biens, lorsque les prix augmentent, la consommation également augmente. C'est ce qu'on appelle l'effet Giffen. Les économistes savent bien ce que ça. Pour certaines catégories de biens, c'est-à-dire c'est l'effet psychologique. Vous voyez au Sénégal, quand le riz augmente, hein, les gens ont tendance à consommer davantage de riz ou à maintenir même le niveau de consommation équilibré. Mais l'aspect taux d'inflation est important, malgré tout, à analyser. Merci beaucoup. Pour complément d'information, pour les journaux économiques au Sénégal, nous avons par exemple le journal de l'économie sénégalaise. C'est ça, l'ESGESCOS. L'ESGESCOS, oui. Il y a Business 221.com. Réussir également magazine. Il y a info15.com. Voilà. Je ne voulais pas faire de la publicité, M. Diédiou, mais si vous me donnez l'autorisation. On va les mettre comme complément d'information. D'accord. D'accord, très bien. D'accord. Donc, c'est des organismes pourvoyeurs d'informations. Vous avez Réussir magazine, vous avez le journal de l'économie sénégalaise qui produit beaucoup de voilà. Vous avez le Jeune Afrique Économie. Donc, oui. Là-bas, avant de... Oui, vous pouvez garder le micro. Oui, allez-y, là-bas. Oui, ma question, c'était dans le domaine de la concurrence. Est-ce qu'on peut utiliser les informations concernant, par exemple, les intrants d'un produit, d'un concurrent? Parfois, les intrants, quand vous parlez d'intrants, c'est quoi? Oui, parfois, par exemple dans le domaine de l'agroalimentaire. Oui. Dans le domaine de l'agroalimentaire, parfois il y a des industriels qui font des fraudes en mettant en incorporant des intrants qui permettent à leurs produits de perdurer sur le marché, mais qui sont des intrants interdits, par exemple. Est-ce qu'on peut utiliser ça, de divulguer ces informations? Non, vous n'avez pas le droit, parce que c'est ce qu'ils vont... En fait, vous savez, la divulgation de l'information, c'est quand même des clauses. Hein, vous savez, et puis, même actuellement, il faut faire beaucoup attention avec... vous savez, au Sénégal, il y a la loi sur la protection des données personnelles. C'est la CDP, la Commission des données personnelles, qui est maintenant une haute autorité quand même, qui veille beaucoup à l'utilisation même des bases de données clients. Parce qu'actuellement, vous savez, avec le système du Google, etc., avec l'utilisation quand même du mobile banking et même du téléphone, on va certains opérateurs même utiliser la base de données. Moi, un jour, j'ai reçu un texto quand même d'un commercial qui me disait que tel produit, on vous l'offre. Je me suis posé la question, qui lui a donné quand même mon numéro de téléphone. J'étais même étonné. J'étais étonné, je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Et donc, en tant qu'entrepreneur, vous devez respecter, en tout cas, toutes les lois liées, n'est-ce pas, à la protection des données personnelles. Et même dans votre entreprise, vous n'avez pas le droit de mettre la caméra si vous n'avez pas quand même eu l'autorisation de cette CDP-là. Ça, il faut le savoir. Hein? Sinon, on peut vous attaquer, n'est-ce pas? Et même le personnel peut vous attaquer, n'est-ce pas, en justice. OK? A fortiori, si vous utilisez quand même des informations n'est-ce pas, de votre concurrent. OK? Oui. Oui, je pense qu'il y avait quelqu'un ici.
Donc c'est la CDP, hein. Il faut s'immatriculer là-bas si vous utilisez un certain nombre d'informations individuelles sur la clientèle. Hein. J'avais une question par rapport à la divulgation des informations. Donc vous avez mentionné les différentes sources comme le journal économique et tout ça. Mais est-ce qu'il y a une incitation légale, par exemple, qui pousse les entreprises à elles-mêmes à publier un compte rendu de leurs activités, genre des rapports annuels, par exemple, parce que c'est pas très courant et on est supposé être dans une situation de libre concurrence au Sénégal et on se rend compte que dès qu'on a besoin de données fiables sur n'importe quel secteur, il y a très peu d'informations venant des entreprises elles-mêmes. Donc, est-ce qu'il y a de base, du point de vue légal, est-ce qu'il y a une obligation quoi, qui est faite? Alors, l'entreprise est soumise à une obligation de transparence financière. Maintenant, il faut voir les niveaux. C'est-à-dire quand on est une entreprise de type individuel ou de type SARL, où la délimitation quand même juridique est assez limitée, vous avez un devoir de transparence comptable et financière vis-à-vis, n'est-ce pas, de certaines parties tierces, telles que vos fournisseurs, parce qu'il faut leur donner assez de gages que vous êtes solvable. C'est-à-dire, ça peut être un premier élément. Envers également vos actionnaires, parce que les actionnaires mettent leur bille dans l'entreprise. Donc, vous devez produire régulièrement des états financiers qui doivent être certifiés même par l'ONECA, l'Ordre national des experts évaluateurs du Sénégal, ou le Centre de gestion agréé, qui est un organe également habilité à faire la certification. Vis-à-vis également du personnel, parce que le personnel doit savoir quand même un certain nombre d'informations sur la solvabilité et le devenir de l'entreprise. Mais au-delà de ça, l'entreprise, si elle n'est pas cotée en bourse, et je répète bien, n'est pas obligée de faire une divulgation de l'information au grand public. Pour la simple raison qu'il y a la concurrence qui l'attend. Maintenant, si on est une entreprise qui est cotée en bourse, vous avez une obligation légale de non seulement publier, n'est-ce pas, vos informations et de les mettre, n'est-ce pas, en ligne. Allez-y, vous me donnez un exemple d'entreprise cotée en bourse. Vous cliquez, n'est-ce pas, sur Google, vous verrez ces rapports d'activité et même les états financiers certifiés. Parce qu'il y a une obligation légale qui est faite, n'est-ce pas, quand vous êtes en bourse, de pouvoir divulguer. D'ailleurs, même, c'est dans le contrat d'animation, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande de pouvoir quand même signer le fait que chaque année, vous devez mettre en ligne ou divulguer ces informations au grand public. Maintenant, à un niveau plus bas, il n'y a que juste la transparence financière et comptable. OK? Voilà. Une question en ligne? Oui. C'est Abdoulaye Diakhaté depuis Ziguinchor. Oui, M. Diakhaté. Donc, existe-t-il un lien entre l'intelligence économique et le système de pénétration du marché? Absolument. D'ailleurs, même tous les pays qui l'ont compris, j'ai pris l'exemple de l'Allemagne avant-hier. La percée de l'Allemagne, c'est à travers, n'est-ce pas, l'intelligence économique, à travers quand même la compétitivité de ses paiements. Si on développe une démarche d'intelligence économique, ça veut dire que vous allez avoir non seulement des entreprises qui sont compétitives au niveau national, mais vous allez avoir une pénétration même du marché, n'est-ce pas, extérieur. Et donc ça vous donne une longueur d'avance même sur la concurrence. La concurrence est en train d'exercer une situation d'absence de stratégie. Alors que vous êtes dans une stratégie offensive ou défensive même. Vous n'avez pas les mêmes chances pour pénétrer un marché. Parce que si vous ne faites rien, les autres qui vont faire quand même, qui vont contre-attaquer ont plus de chances que vous. Et souvent, tous les pays qui ont une démarche d'intelligence économique, c'est le cas du Japon, les États-Unis ont quand même une démarche d'intelligence économique, mais eux, c'est plus la guerre économique. C'est-à-dire les États-Unis, c'est ça, une guerre économique qui ne dit pas son nom. Voilà, les États-Unis exercent une certaine souveraineté, n'est-ce pas, économique et commerciale, qui fait que donc, si vous les attaquez, ils vont riposter et de façon très ouverte. Ouais.